Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aurais bien aimé du coup que tu puisses te présenter, nous dire un petit peu Ouais. ton parcours, voilà, pourquoi tu es veto, quelle drôle d'idée, et voilà, nous raconter un petit peu tout ça. Alors, je suis vétérinaire, donc docteur en médecine vétérinaire, DMV, et j'ai en plus de cette étiquette de vétérinaire généraliste, l'étiquette, le diplôme de vétérinaire comportementaliste. C'est une formation supplémentaire après le diplôme standard de vétérinaire généraliste. Ce qui me permet, ce qui me permet et ce qui est mon choix, d'avoir autant une activité de vétérinaire généraliste. Donc moi, je suis en région parisienne, à Rueil-Malmaison, dans une petite clinique. Et donc où je fais de la médecine générale, de la chirurgie, de l'échographie, de la radio, donc de la vraie médecine avec des vrais animaux, une vraie patientèle. Et en même temps que ça, je peux faire de la médecine du comportement, puisque pour les vétérinaires, comportementalistes, ouais, mais en fait, le vrai cœur, mais on en reparlera un petit peu plus tard, je crois, c'est la médecine du comportement, ce qui permet de traiter des cas hors de ma consultation, hors de ma clientèle, des gens qui viennent me voir envoyés par des confrères, etc. Donc référés par des confrères ou des comportementalistes qui galèrent, qui s'en sortent pas, qui pensent qu'il y a un truc médical, donc ils m'envoient l'animal pour que je donne un avis, pour que je l'évalue, etc. Et du coup, donc il y a cette partie clientèle externe et il y a aussi toute la partie de tout ce qu'on sait en comportement qu'on arrive à appliquer avec toute l'équipe, avec les ASV, pour le soin de nos animaux, de notre clientèle qui n'ont pas de problème de comportement, mais dont on va essayer de s'assurer qu'ils ne vont pas en développer en préventif ou à cause de nous pendant des soins, parce que les soins vétérinaires, ça reste un truc parfois difficile pour certains animaux. Oui, donc tu peux, c'est ça, tu peux instaurer du coup des bonnes pratiques entre guillemets qui permettent de limiter justement les dégâts, on va dire, sur des actes parfois un petit peu invasifs, douloureux, etc. Ça te permet d'avoir pas mal de choses, pas mal de Et cordes à voilà, ton arc, quoi. sur les chiens, sur les chats, que ce soit juste pour un vaccin ou pour une prise de sang, ou quand c'est un peu plus lourd, quand il y a des hospitalisations, quand les propriétaires sont pas là pour assurer leurs animaux, ouais, on est obligé de prendre le relais et de créer une relation de confiance avec des méthodes de conditionnement, de medical training, etc. Et Mm. ça, bon, c'est du gros boulot, mais c'est hyper intéressant. Donc même hors des demandes de comportement, enfin, moi, ce que je dis à toutes mes équipes, c'est qu'à partir du moment où il y a un animal qui passe le pas de notre porte, ou même au moment où il prend du rendez-vous, on fait du comportement, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Du coup, ça t'a répondu à ta question, Mathis, qui demandait, donc c'est bien une forme de medical training, et qui te demande aussi quelle formation est-ce que tu as fait et en combien de temps pour tout ce qui est aspect comportement. Alors, la formation que j'ai faite, ça s'appelle un DIE, donc diplôme inter-école de vétérinaire comportementaliste, sachant que ce DIE, il n'existe plus, Ouais. puisqu'en fait, il s'est scindé, il était là il y a longtemps. Question affreuse. Et en fait, il s'est scindé puisque toutes les écoles tombaient pas d'accord sur la manière d'aborder le comportement et de donner un diplôme de vétérinaire comportementaliste. Et ça s'est scindé en d'un côté un CEAV, certificat d'études approfondies vétérinaires, qui est basé sur la médecine du comportement et l'éthologie qui se pratique à Maison-Alfort. Et d'un autre côté, un diplôme universitaire, un DU de zoopsychiatrie qui, lui, n'est pas relié à des écoles vétérinaires, mais qui est réservé à des vétérinaires, mais dans le cadre d'une faculté, et donc qui étudie plus la zoopsychiatrie, c'est-à-dire un courant de pensée plus français qui relie les problèmes de comportement plus à de la à des maladies mentales, D'accord. à des psychopathologies. C'est, je dis peut-être une bêtise, c'est pas Claude Beata qui est sur ce.
Alors, entre De autres, mais personnes connues, ouais. le créateur de la zoopsychiatrie, c'est Patrick Paja, D'accord. qui a écrit un livre en 95 et qui désormais s'est désolidarisé plutôt de ça et qui est parti plus sur des. Il travaille sur les chevaux et les phéromones. Ok. J'ai Mezzo DKR qui dit j'aurais beaucoup de questions sur un cas que j'ai. Je suis éducateur canin comportementaliste. J'ai un cas assez particulier en ce moment que je ne maîtrise pas. N'hésite pas si tu as des questions, hein, Mezzo. Mathis, ok, d'accord, c'est super intéressant cette notion de zoopsychiatrie. Océane, bienvenue à toi. Dommage qu'il n'y ait pas plus de professionnels comme vous. Et bienvenue à toi, Sarah Maël. Voilà. N'hésitez pas, ouais, si vous avez des questions, je les prendrai au fur et à mesure. N'hésitez pas à relancer aussi, parce qu'il risque d'y en avoir pas mal. Donc si vous voyez que ça passe à la trappe ou quoi, vous me relancez. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, parce que finalement j'ai noyé le poisson, la durée, c'est sur 18-24 mois, il y a 5 semaines entières de formation. Donc, parce que du coup, c'est des formations qu'on fait pendant qu'on est installé, travaillé, qu'on travaille, etc. Donc, c'est 5 semaines complètes, plus des semaines de stage, et on doit rendre, dans mon temps, hein, pour le DIE, Ouais. au moment où il existait, on devait rendre 9 cas écrits, aboutis, etc., corrigés, que le jury devait valider. Donc, 9 cas de comportement, de médecine du comportement. Et on avait une consultation devant un jury. Et c'était un jury de 5, 6, 7, donc vétérinaires comportementalistes. Et on tombait sur un cas bah, Au au hasard. hasard, c'est-à-dire que ça se passait à Maison Alfort. Donc il y avait la liste des consultations de comportement. On prenait celle de 9 heures, le suivant on prenait celle de 10h30, etc. Et j'ai une pensée émue pour un pote en plus qui est vétérinaire comportementaliste qui s'appelle Mathieu Broussois, qui a eu un cas avec 3 chiens qui se mettaient sur la gueule. Et donc, en gros, il faut étudier la personnalité des 3 chiens, l'historique des 3 chiens, etc., dans un temps imparti devant du monde, avec des propriétaires dont on ne sait pas qui ils seront, etc. Et moi, je suis passé juste après lui, il est sorti, il transpirait, il était tout rouge, j'en pouvais plus. Mais il l'a eu, il a super bien bossé. Et moi, mon cas, en fait, c'était un chat qui est venu en conçu de comportement parce qu'il s'arrachait tous les poils du ventre. Et en fait, au bout de 10 minutes, j'ai passé un peigne à puce dans le poil et le chat était rempli de puces. Ah Et bah, donc, on a dit que quel que soit, enfin, on a creusé un peu certains trucs, mais on a dit que de toute façon, dans l'état actuel de ces parasites, il était impossible de conclure sur de l'anxiété, du machin ou du truc, etc. Et donc, ça a duré une demi-heure. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire de la médecine du comportement et de mettre en parallèle les signes comportementaux à rapporter à du comportement et versus, non, en fait, il a des puces, il est allergique, il a un problème oui. hormonal, il a des douleurs, des machins, des trucs. Oui, c'est ça, de mettre toujours les signes à relier avec des pathos, on va dire, métaboliques, etc. Ou à exclure, entre guillemets, avant d'aller sur l'approche purement Ah ouais, ouais. recherche de causes comportementales. Et la Ouais, règle en veto, c'est c'est toujours toujours ça, hein, ça, ouais. c'est Voilà. t'exclus le médical, et quand t'as Voilà. tout exclu, Ouais. c'est que c'est comportemental, mais ça se fait toujours dans le sens de l'exclusion. Ouais. Alors j'ai plusieurs questions qui sont arrivées. Alors j'ai Mezzo qui dit, il y a un chien, donc qui parle d'un chien très anxieux, en détresse, qui joue avec les ombres et qui pense justement que ça va du côté médical et qu'avec une simple éducation, que ça réglera pas forcément tous les problèmes. Euh, Après, je pense que c'est compliqué de répondre sur des cas complexes avec. Vas-y, pardon. Alors, de, de toute façon, voilà, si on veut parler de rigueur scientifique, je donnerai de toute façon aucune réponse concrète et absolue sur des cas comme ça, sans les voir et sans comprendre, etc. Sinon, effectivement, on tombe un peu plus dans les revers de je coche des cases et des symptômes et j'aboutis à un diagnostic. Et c'est pas la manière dont moi je travaille et dont les éthologues travaillent. C'est l'observation avant tout. Par contre,
je rebondis sur un truc à propos de ça, c'est que l'approche comportementale ne peut ne pas suffire. On peut suspecter du médical, mais ça n'est pas forcément le cas. Il y a un troisième élément qui doit rentrer en ligne de compte, c'est son environnement de vie à ce chien. C'est-à-dire que s'il a un environnement de merde, il peut ne pas être fondamentalement malade, c'est-à-dire avoir un cerveau qui fonctionnerait normalement dans des conditions normales, etc. L'éducation peut effectivement ne pas marcher, ne pas suffire. Alors, moi, je fais un pari, je pense que c'est quasiment certainement un chien de berger, et probablement soit chasse des ombres, border collie, berger australien, moins probablement berger allemand. Il y a certains Spaniel Springer qui me font ça régulièrement. J'ai bon ou pas? Je sais pas, Mezzo nous dira du coup. J'ai pas le. Tu nous diras, Mezzo, du coup. T'avais pas des contextes, je dis peut-être une bêtise, mais des contextes d'épilepsie partielle aussi sur des chiens qui chassent les ombres? Alors, Ou c'est plus chasseur gobelet-mouche? d'ombre, pas tant. Chasseur de De mouches. mouche, hein, ouais. Ouais, alors ça peut être épilepsie partielle, ça peut être aussi sur le cavalier King Charles Carrie? des syndromes de compression à la Ouais, base du cerveau ouais. ici. Donc c'est vraiment un truc qui est structurel anatomique, hein. Et qui fait qu'il y a un petit peu de surpression à l'intérieur du cerveau. Et du coup, le chien se met à avoir des petits Ouais. symptômes neurologiques, alors se bouffer le côté ou attraper des mouches. Euh, en crise d'épilepsie partielle, le plus fréquent, c'est enfin, le cas le mieux décrit, le plus typique et le plus fréquent, parce qu'il y a un support génétique, c'est le bulle terrier qui fait du spinning et qui tourne autour de sa queue pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et donc là, oui, effectivement, il y a une composante médicale où il y a vraiment une vraie maladie de structure cérébrale avec des courts-circuits qui entraînent des crises d'épilepsie. Alors, pas la crise d'épilepsie où le chien, poum, Oui, tombe dans les pommes, pas une mais il y a des totale. petits courts-circuits qui lui font sentir des trucs ou voir des trucs qui n'existent pas, et du coup, il réagit à ça en tournant, tournant, tournant. Ok. Sachant que plus l'environnement est dégueulasse, Ouais. plus ça va créer de crises d'épilepsie et plus il va tourner. Et en plus, c'est auto-renforcé ce truc-là. Donc, Oui, c'est ça, c'est des choses qui s'auto-renforcent, c'est comme problème de peau, dermato, il se gratte, il est stressé, il dort plus, il devient agressif, et puis il gratte encore plus, et puis etc. quoi. Ouais. exactement. Ouais, exactement. Je vais prendre dans l'ordre toutes vos remarques. Donc j'ai Ava qui demande comment est-ce que tu vois la limite entre les cas pour un éducateur comportementaliste et des cas pour un vétérinaire comportementaliste. Hmm. C'est le diagdiff, non? Enfin c'est le. Bah, c'est à partir. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu bloques, où ça marche pas. Alors, le vétérinaire comportementaliste, en vrai, il est là pour trois choses. Euh, pour pas rentrer dans le cas par cas. La première, c'est tout ce qui est sanitaire. Surveillance mordeur, évaluation comportementale, etc. Deuxième point, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de médical? Alors, voilà, chien qui se gratte, qui se dépile. Chien agressif, est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il y a un truc hormonal? Est-ce qu'il faut le castrer? Bah, c'est le veto qui castre, donc autant que ce soit le vétérinaire comportementaliste qui donne son avis pour la castration ou pour un implant. Pour tous ces trucs-là, effectivement, il faut un avis vétérinaire. Et puis après, tu as aussi cette compétence ou cette particularité du vétérinaire comportementaliste, même si c'est peut-être pas la réponse qui est attendue, mais on va en parler parce qu'il n'y a pas de souci. Le vétérinaire comportementaliste, il est aussi là pour médicaliser. C'est-à-dire quand tu as exclu le médical, que tu as géré l'environnement, il y a des trucs que tu peux pas modifier. C'est-à-dire qu'un chien qui est anxieux de par son développement comportemental ou sa génétique, développement comportemental et génétique, ça vient tout au début de la vie du chien. Tu peux pas revenir en arrière Ouais, ouais. sur ces trucs-là. Et donc, dans ces cas-là, pour mettre une thérapie comportementale correcte, bah, tu es obligé, sur un chien qui est trop anxieux, trop craintif, trop impulsif, tu es obligé de médicaliser pour ne pas mettre 2 ans et demi à améliorer son attitude dans la rue, mais bah, que 15 jours.
pour ensuite mettre ta thérapie comportementale et ensuite sevrer de médicaments. Ouais. Ok. J'ai Sarah qui dit j'ai adopté un chien de 3 ans et demi qui n'est ni éduqué, qui ne connaît rien, que sa vie dans un élevage intensif. Oui, c'était un rescue, ouais, je me rappelle. Vers qui je dois me tourner car il est très stressé. Bah, de toute façon, ça va être pareil, ça va être vers des pros. Alors, de toute façon, tu commences par une éducatrice canin nine Ouais, euh, professionnelle. Va pas en club pour des problématiques de chiens qui sont stressés dans la rue. Ils vont progresser dans le club, mais ça aidera pas trop dans la problématique dans la rue. Donc, tu vas avoir quelqu'un qui va le travailler, l'observer d'abord et le travailler ensuite dans la rue, à la maison, enfin, dans les situations problématiques, qui va bien observer que c'est de la peur et qui va mettre en place un protocole de désensibilisation ou désensibilisation plus contre-conditionnement. Si ça marche pas, c'est-à-dire si t'arrives pas, s'il est tout le temps en zone rouge dès qu'il sort, il arrivera jamais à progresser. Donc, des fois, effectivement, dans ces situations-là, ça vaut le coup d'avoir des partenariats entre les éducs. Enfin, moi, c'est ce que je fais tous les jours. Hein. ouais. La moitié de mes consultes de comportement, elles me sont envoyées par des vétos, l'autre moitié, elles me sont envoyées par des éducs. Vraiment. Hein. Et bah, parce que, et voilà, ils bossent bien, ils sont compétents, ils connaissent, mais ils savent que ça va prendre des plombes, que le chien il est vraiment mal, que ça fait longtemps que ça dure, qu'il est anxieux et qu'il est vraiment pas bien. Et ouais, effectivement, dans ces cas-là, on exclut le médical et s'il y a besoin, on met en place un traitement Ouais. pour un temps ponctuel. Oui, c'est des partenariats thérapeutiques que tu adaptes en fonction du cas particulier. Ouais, donc il faudra que tu te renseignes en fonction de là où tu habites, Sarah, pour regarder justement ce type de pro. Mezzo, donc qui revient du coup, qui dit donc c'est un Rottweiler croisé chien de berger. T'étais pas très loin. Et qui Ok. confirme qu'il y avait bien un très très mauvais environnement et du coup qu'il a fait ce qu'il a pu pour les aider en tant qu'éduc canin comportementaliste. J'ai Madame Neutral qui dit est-ce que c'est le vétérinaire de famille qui doit éliminer les pathologies orientées vers un comportementaliste ou est-ce que le travail peut directement commencer avec un comportementaliste? Répète-la moi celle-là, excuse-moi. Alors, est-ce que c'est le vétérinaire en gros, le veto de la famille, le veto Oui. généraliste qui doit éliminer les pathologies et orienter vers un comportementaliste, ou est-ce que le travail peut directement commencer avec un comportementaliste? Alors, je pense que ça sous-entend vétérinaire comportementaliste Ou dans. les deux peut-être, que ce soit éduc ou veto, hein. Alors, C'est un peu les deux. ça dépend ça dépend du niveau de comportement du vétérinaire généraliste. Euh, je dis ça alors vraiment sans aucun jugement et sans aucune méchanceté. Tu me poses la moindre question de cardio, je te drop directement vers mon associé qui fait la cardio à la clinique. Je suis nul en cardiologie. Je sais ausculter, je sais faire un examen clinique général. Au-delà de ça, dès qu'il y a une anomalie, je suis nul, je passe la main. Et il y a des vétos généralistes, des vétos de famille, qui ont une bonne notion de ce qu'on est en train de se dire là, c'est-à-dire bah, à la fois l'environnement, la génétique, l'endocrinologie, les douleurs, etc., qui peuvent faire un premier tri, commencer à rechercher les choses. Et par exemple, les vétérinaires avec qui je bosse depuis très longtemps, qui sont dans mon secteur, etc., euh, voilà, ils m'appellent directement, ils me donnent un petit résumé et moi je leur dis, même sans voir l'animage, je dis ah, commence par faire des radiographies de la colonne, commence par faire une biopsie de la peau, commence par faire un examen ophtalmologique pour voir s'il voit bien, s'il n'est pas sourd, etc. Est-ce qu'il est castré, teste un implant, etc. Donc ça pareil, ça dépend un petit peu de la sensibilité de chacun sur ce type de discipline. Et j'ai à l'inverse des vétérinaires généralistes qui, qui n'aiment pas le comportement, ça les gonfle, ça les enquiquine, et qui me renvoient et qui ne commenceront à faire des bilans et des examens complémentaires que après le bilan comportemental. Alors sachant que, alors ça c'est ma manière de fonctionner, pas intéressant dans l'absolu, donc j'y passe pas longtemps. Moi je fais aucun examen complémentaire sur des animaux qui me sont renvoyés, que ce soit renvoyé par un vétérinaire
généraliste ou renvoyé par un éducateur. Je fais mon bilan, je fais ma liste de choses à demander. La dernière chose que j'ai demandé pour un problème de comportement pour un chien, avant-hier, c'était de faire une coprologie et une analyse de sel parce que le chien était malpropre, il faisait caca, quand il mange, il se frotte un peu partout, il se roule, il se met dans des positions bizarres. Donc je pense qu'il a hyper mal au ventre et que ça induit des troubles du comportement. Il n'y a pas que ça, mais si tu veux, même l'analyse de sel ou ces trucs-là ou les échographies qu'on pourrait faire à la clinique, c'est le vétérinaire généraliste qui le fait et qui juge Hmm. et qui examine ces examens-là et ces résultats. De toute façon, l'idée c'est que tu as des seuils, en fait, ça me fait penser un peu, tu sais, au seuil allergique en dermato, tu sais, où le chien déclenche des symptômes. Là, c'est un petit peu pareil, Ouais, c'est qu'en comportement, tu peux avoir une partie, on va dire, médicale qui va pousser le seuil, pousser le seuil. Si tu l'enlèves, t'enlèves un bloc, ça permet d'abaisser aussi les seuils de déclenchement de comportement, entre guillemets, voilà. indésirable, quoi. Et donc, enfin, dans une immense majorité des cas, tu fais ton analyse, ta gestion de la partie comportementale et l'exploration et la gestion de la partie médicale. Alors des fois, tu sais pas trop si tu as 10% de médical et 90% de comportemental ou 50-50 ou 90-10. Alors pour le coup, le job du vétérinaire comportementaliste, c'est d'être un peu au milieu de tout ça et de récolter toutes ces informations et de voir. Alors après, la seule limite, c'est que des fois, on aimerait bien avoir sur des chiens qui tournent en rond, qui se tournent qui sautent sur des ombres. Si on veut être exhaustif sur le médical, on aimerait bien avoir des Une IRM. IRM, ouais, bien sûr, ouais. Ah ouais. Mais là, t'as le frein financier, t'as le frein technique, et voilà. Et voilà, Hmm. et c'est même, et souvent, c'est des petites, enfin, tu te dis, ok, il y a 5% de chance pour que vraiment il y ait un trouble neuro. Est-ce que pour 5%, tu te lances direct pour avoir tout, ou est-ce que tu t'attaques pas au gros d'abord, avec le risque de passer à côté de quelque chose? Bon, Ouais, ça, c'est toujours la ça faut balance, hein. l'expliquer aux gens, c'est eux qui décident après, hein. Oui, oui, oui. Ok. Donc Sarah qui précise que son chien Poku, c'est un Finnois qu'elle a adopté. Mezzo, donc il dit, je pense effectivement que c'est du côté médical. Il a testé un peu dans tous les sens, comme gros manque de ressources, il commence à déclencher. De toute façon, Mezzo, c'est ça, hein, c'est que de toute façon, faut pas hésiter du coup à référer quand tu Ouais. te sens dépassé. Roxane qui dit bonsoir, est-ce que tu as besoin de médicaliser la plupart de tes cas où tu réussis à gérer un bon nombre avec juste des adaptations de l'environnement? J'ai pas de chiffres. Après, encore une fois, moi, je fais que du référé. En comportement, hein, enfin, en vrai consul de comportement. Sur les chiens de ma clientèle, il y en a, allez, j'en ai peut-être 3 ou 4 qui sont médicalisés. Mais sur les cas qui me sont envoyés, très souvent, ils ont déjà vu un ou deux ou trois éduques, parce que il y a des bons, il y a des mauvais, les gens testent plein de trucs. Ils ont peut-être déjà vu au moins un vétérinaire généraliste, qui a peut-être déjà lui aussi essayé un médicament plus ou moins opportun, etc. Ah, je te cache pas que chien et chat confondus, hein, parce que le comportement du chat, ça peut monter à des niveaux de dangerosité qui sont, enfin, qu'on n'imagine pas, hein. Des gens qui ont peur de leur chat parce qu'ils se sont fait exploser les mains ou Oui, sauter au visage au milieu de la nuit. Tu peux pas leur dire bon on va mettre une gamelle supplémentaire oui, c'est ça, ouais. et puis on va attendre de voir. Les gens ils sont terrorisés. Ouais, ouais. Enfin, Bah t'en as il y a même, des moi gens qui se j'ai, sont ouais, barrés pendant plusieurs jours de c'est chez ça, hein. eux tellement ils ont peur de leur chat. Ouais. Bah, là ouais, pour que les gens reviennent, tu leur dis ok on va te donner un truc et puis on va diminuer les niveaux. Donc je te dirais ouais je pense que j'ai 50% de mes animaux qui sont enfin pas de mes animaux, des cas référés qui repartent avec une médicalisation ou une proposition de médicalisation. Pareil, là on parlait des trucs agressifs, euh, les troubles liés à la solitude, les chiens qui dézinguent tout, les gens qui sont prêts à se faire virer, les gens qui ont des milliers d'euros de factures de réparation, le chien qui s'est électrocuté, le canapé qui a été changé 5 fois, qui fait caca partout. Ouais, ok, faut changer l'environnement, faut lui apprendre, faut machin, mais les gens enfin, Ouais. parfois ils sont à bout de nerfs et ils disent si dans 15 jours c'est pas au moins un peu mieux, on va l'abandonner, on va le faire euthanasier. C'est ça la pression que t'as, c'est qu'en plus t'as cette peur de, enfin,
quand t'es veto ou éduque, t'as toujours cette peur que les gens abandonnent, t'as toujours cette peur que les gens demandent une ETA, etc. Alors bien sûr, Mm. la plupart des vétos refusent les ETA de con de enfin, ça comme ça, mais bon, c'est des cas qui sont compliqués. La première, on va dire, grande thématique que je voulais aborder avec toi, c'était parce que je sais que tu as bossé là-dessus, t'avais écrit des choses et tu avais fait des formations aussi, sur tout ce qui est origine, domestication du chien, faire un petit update sur ce qu'on sait actuellement, parce que c'est un domaine qui Ouais. bouge énormément, et les implications justement que ça va avoir sur le comportement et l'alimentation du chien. Ça bouge énormément, c'est-à-dire que tous les 2-3 ans, il y a un nouveau papier, nouvelle origine du chien, machin, Ouais, etc. Je te le cache pas, moi perso, je l'ai décroché. Alors, je lis quand même le truc. J'ai décroché un petit peu parce que tous les nouveaux papiers qui sortent, c'est des papiers qui sont écrits par des généticiens. ouais, Donc, d'un point de vue purement génétique, c'est hyper intéressant parce que on va comparer l'ADN avec des populations anciennes, des squelettes, des machins, ce qu'on a trouvé dans des fouilles dans différentes parties du monde, etc. C'est hyper intéressant. Mais dans l'absolu, euh, que le chien vienne du loup gris, du loup marron, du loup ouais. arc-en-ciel, d'un ancêtre. Alors probablement à l'état actuel, on dit que c'est le loup gris et ou un ancêtre commun qui n'existe plus actuellement, mais avec des retrempes. En gros, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte de deux choses. C'est que de un, c'est un processus qui a été extrêmement dynamique, qui s'est fait à peu près dans la même période, mais dans plusieurs régions du monde. Ça a dû commencer à un endroit, s'arrêter, recommencer, reprendre, etc. Donc, des foyers de domestication, on va en trouver après la période, voilà, moins 30, moins 50 000 ans. En gros, hein. Euh, et alors, quelle population exacte? Est-ce que c'est le loup gris? Est-ce que c'est des loups? Est-ce qu'il y a deux? Oui, c'est Est-ce ça, il qu'en veut fait, il y a une deux hypothèse types avec de deux. chiens différents dans deux endroits peut-être. À mon sens, c'est pas le plus intéressant. Après, qui suis-je pour dire que c'est intéressant ou pas intéressant? Euh, c'est passionnant, hein, mais ça change pas le fondamental. Le fondamental, c'est que le chien, il est arrivé au moment où l'humain est devenu casanier, où il s'est sédentarisé et où il a créé un pôle, un village, un endroit. Et ça, c'est dans le monde entier. Alors après, quelle a été la population exacte de canidés plus ou moins lupoïdes qui s'est adaptée à ce truc-là? Le plus important à retenir, c'est il y a des populations de canidés qui se sont adaptées à la sédentarisation. Et alors, en formation, moi, mon grand kiff, c'était, OK, c'est quoi le moteur de ce truc-là? Il y a des loups, il y a des humains, il y a une sédentarisation. OK, c'est quoi le moteur? C'est quoi qui fait que la domestication, c'est la création d'un lien intime et durable. C'est comme un couple. Intime et durable. Donc, on se rapproche, mais on se rapproche à long terme. Alors, dans les couples, c'est l'amour, les enfants, la maison, l'argent, les grosses voitures. Avec un loup, qu'est-ce qui fait qu'un loup va, de manière durable et répétée, se rapprocher d'un humain? Et alors, en formation, les gens disent c'est pour garder, c'est pour la chasse, c'est pour machin, c'est pour machin. Toutes ces hypothèses-là sont vraies autant que la voiture et l'argent pour un couple humain. Probablement que le vrai moteur initial qui fait que et qui va expliquer la sédentarisation et la venue du chien, c'est la gestion des déchets. En fait, le vrai lien entre l'humain et le loup devenant chien, là, on parle de proto-chien, ben en fait, c'est le caca. C'est les étrons, en vrai. Parce que les déchets, on laisse pas de viande, on laisse pas de peau, on laisse pas d'os. De tout ça, on se sert à cette période-là. Donc vraiment, les vrais déchets, c'est les cadavres et les étrons. Et plutôt que d'avoir des bêtes sauvages qui viennent dans le camp parce qu'il y a des odeurs, des déchets, des détritus qui s'amoncellent quand on se sédentarise, eh ben c'est mieux d'avoir des loups, des coyotes, des canidés qui
font pas trop chier le monde, qui viennent débarrasser de tout ça, ça évite d'avoir de la vermine. Et puis, bah, mine de rien, plus ils sont proches du campement, plus ils vont avoir un effet de défense, non pas du campement, mais de leur territoire qui est calqué sur le campement. Bim, vous avez les premiers canidés d'alerte. Mais la raison de leur présence, c'est de manger le caca et les cadavres. Il y a Naru Vous qui ferez pas un dit, bisou à votre chien de la même manière ce soir. voilà, bof, lui lave les dents avant, quoi. Naru qui dit, pourquoi ne pas avoir choisi une sorte de cochon? Peut-être qu'il n'y avait pas de cochon Ah, à c'est pas un domestiquer. choix. C'est pas un choix, hein. Ouais. Ah, c'est pas du tout un choix. Et en fait, alors Coppinger et Coppinger, leur théorie, c'est pas les humains qui ont domestiqué le loup, même s'il y a certainement des humains qui sont allés récupérer des petits Des bébés bébés. loups, etc., des louveteaux, etc. Mais c'est à l'échelle de quelques individus, ça. Domestication, c'est à l'échelle de populations dans plein d'endroits différents du monde. Et en fait, c'est pas les humains qu'on choisit. C'est que ça s'est goupillé comme ça et que le cochon à ce moment-là, je sais même pas, il y avait pas de cochon ou de cochon sauvage Non, puis à ce un moment-là. Je trouve sanglier, que c'est pas très friendly en plus, hein. Je sais même pas si ça existait à cette époque, hein, mais voilà, globalement, c'est pas friendly. Et surtout, ça défend pas trop son territoire, machin. Donc, et n'oubliez pas, le chien est le premier animal domestiqué. ouais. Il y a beaucoup qui disent, bah, on a élevé des chiens, des loups pour en faire des chiens pour garder les troupeaux. Qu'est troupeau? Ouais. Mathis qui dit parce que c'est le loup lui-même qui a choisi pour sa survie et son développement, j'imagine. Je t'enverrai, j'ai une étude, quelque part dans ma biblio, j'ai un truc là-dessus justement où il montre bien en fait la population de loups entre guillemets qui reste entre guillemets à l'état Ouais. nomade quoi entre guillemets, et puis la population de loups qui se sédentarise finalement avec les humains. Et puis c'est là vraiment où tu as le début de tous les bouleversements comportementaux liés à la domestication. Ouais. Et ça, c'est de la, mais pour le coup, c'est de la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel Oui. environnement, un nouveau biotope. Bah, il est humain, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et tu as une partie sur une même population, tu as une partie qui s'adapte à cette nouvelle niche écologique et qui va diverger génétiquement petit à petit, et donc génétiquement et comportementalement, bah, de l'espèce, de l'ancêtre commun. C'est comme toutes les espèces commensales, quoi. C'est comme les poissons pilotes avec les requins, les piafs sur les hippopotames, etc. C'est que tu as un biotope qui est créé et une autre espèce vient en profiter finalement. Et ça profite aux deux au final. Et Darwin, il a trouvé sa théorie de l'évolution et de la sélection naturelle en passant d'une île à l'autre. Il se rendait compte que les becs des piafs avaient pas la même forme d'une île à l'autre. Et en fait, il s'est rendu compte que selon la végétation qu'il y avait sur l'île, bah, les piafs qui étaient là, eh ben, ils avaient justement, comme par hasard, le bon bec pour la bonne plante. Donc ça, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que nouveau biotope, certains s'y adaptent et les autres, soit ils partent plus loin, soit ils crèvent. Ouais. Mezzo qui dit, alors c'est une question un petit peu à part, une petite question, si vous faites des formations, etc., pensez-vous que vous pourriez en faire un éducateur canin qui est dans le comportement comme moi afin d'y apprendre un peu plus dans ce milieu-là ou le sensibiliser? Ça après peut-être, ça tu pourras m'envoyer un message, Mezzo, je sais pas sur quel réseau, tu m'envoies un message sur Insta et autres, moi je peux t'envoyer des liens si tu veux vers des formations, notamment où il y a Antoine, etc. Ou, Ah bah, oui, oui, moi, je bosse avec beaucoup Ouais, ouais. d'éducateurs canins et on fait beaucoup de formations à l'université Nanterre et avec un organisme qui s'appelle Animal University. Hmm. Tu m'envoies un message, Mezzo, je t'enverrai ce qu'il faut. Madame Neutral, l'homme a choisi son meilleur ami pour gérer son caca. Bah celle-là, je m'y attendais pas. Bah ouais, tu vois. Et il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. Avoc qui dit salut Avoc. D'ailleurs, je t'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Super exposé. Le prisme historique est très bien traité. C'est vraiment super. Bah merci beaucoup à toi, Avoc. Euh, Pourrais-je la voir là. Bah pareil, Mezzo, tout ça. Tu me fais un message. Moi, quand je pourrai, j'essaierai de te répondre dans la semaine. Je t'enverrai ce que j'ai. Et puis tout ce que tu veux. Si tu as besoin de liens vers de la formation, etc., t'hésites pas. Orica, j'ai une question qui a à voir avec le caca. Mon chien qui a 1 an mange son propre caca, alors je le laisse pas faire, mais c'est le premier chien adulte que je vois faire ça. Alors,
Il y a plusieurs. La plupart du temps, ils le font depuis le jeune âge. Euh, alors, pareil, il n'y aura pas une réponse tranchée pour ton animal, mais en gros, alors, on dit depuis des dizaines d'années que c'est quand ils ont des manques dans leur métabolisme, etc. Ils peuvent être parasités, ça vaut le coup de faire une analyse de copro, etc. Au final, c'est les chiens qui sont vraiment malnutris, c'est rare aujourd'hui. Ouais. Maintenant, ça vaut le coup de savoir dans quelles conditions il s'est développé, dans quelles conditions d'élevage, mais très souvent, quand ils sont dans des environnements qui sont pas optimisés, où il n'y a pas beaucoup de sorties, pas beaucoup d'espace d'herbe pour éliminer à l'extérieur et garder le nid propre, bah ils prennent un peu rapidement l'habitude de patauger dans la merde. Ça se retrouve aussi assez fréquemment chez les chiens qui sont punis lorsqu'ils font leurs besoins à la maison et du coup bah ils préfèrent faire disparaître les preuves parce que bah ils ont appris. Effectivement, pas exactement ce qu'on voulait, mais ils ont appris. Et puis après, tu as un effet aussi. Alors moi, j'en vois beaucoup sur la coprophagie, beaucoup sur les bulldogs et aussi un peu les chiens de berger. Moins on les laisse explorer, plus ils vont avoir tendance. Alors ça, c'est pas pour l'autocoprophagie où ils mangent leur caca, mais quand ils mangent le caca des autres ou plein de trucs à l'extérieur, moins on les laisse renifler, plus ils sont impulsifs vers putain, j'ai trouvé un truc, il va tirer, et du coup ils se jettent dessus parce qu'ils savent qu'on va les priver d'eux. Ouais. Elle dit, oui, oui, c'est ça. Oui, c'est un sauvetage d'Espagne, c'est peut-être ça. Oui, oui. De toute façon, c'est ça, c'est que t'as énormément de possibilités finalement. Ouais. Puis ça dépend si c'est Alors compulsif ou pas. souvent, mais je dis pas que c'est le cas pour ce chien-là. Souvent, le fait de les finalement de leur lâcher la grappe et par contre de upgrader à mort leur environnement, leur niveau d'activité, leur interaction sociale, etc. Quand ils le peuvent, mais c'est pas toujours le cas. Euh, Souvent à terme, ça les détache un petit peu de ce truc-là. Ok. Ok, ok. Donc on a parlé donc implications. Donc alors oui, bah c'est ça. Oui, si les implications du coup qu'on va avoir de cette filiation, on va dire, sur un ancêtre commun loup et la bifurcation après justement les débuts de la domestication. Qu'est-ce qui a évolué du coup au niveau du caractère? Qu'est-ce qui a évolué au niveau, enfin, en tout cas des caractéristiques? Et justement, qu'est-ce qui diffère finalement avec le loup actuel, peut-être contemporain, parce qu'il y a beaucoup de recroisements, on va dire, un peu malheureux qui sont faits avec cette espèce qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc c'est quoi un petit peu le vrai du faux là-dedans? Alors, très clairement, hein, le modus operandi de la domestication du tout début, c'est bah, si tu es adapté à la vie sur un campement, bah, tu restes. Si t'es pas adapté, Ouais, tu passes à la casserole. Donc, euh, craintif, mais pas trop. Enfin, voilà, faut qu'il puisse s'approcher pour avoir un peu de bouffe. Mais s'il est trop assertif et qu'il rentre dans les maisons pour piquer ta nourriture, sélection. Il faut qu'il soit pas trop agressif. Et après, le lien se crée. Et après, il va y avoir plein de différentes branches qui vont se mettre en place sur un chien qui est un peu plus gardien, un chien qu'on va utiliser un petit peu plus pour la chasse, etc. Les deux premières branches qui vont se dessiner, c'est les morphotypes, parce qu'au début, c'est le proto-chien. Enfin, voilà, c'est un loup en miniature, en gros, hein, et en un peu plus câlin et un peu plus apte à côtoyer l'humain. Et une des caractéristiques qui reste encore aujourd'hui, c'est la capacité du chien. Alors là, il y a des myriades d'études en éthologie qui disent que, en fait, le chien se réfère plus à l'humain et tient mieux compte et plus compte des informations de l'humain qu'un loup, même s'il a été élevé par des humains. c'est intéressant. Le loup apprivoisé n'est pas un chien, c'est un loup qui a appris à vivre ponctuellement, tu vois, dans des parcs zoologiques, etc. Mais ces loups en parc zoologique, ils tiennent beaucoup, beaucoup moins compte des informations que lui donne l'humain. Et là, c'est facile, on a fait des tests de pointer. C'est-à-dire, un pot à droite, un pot à gauche, et le chien, au bout de deux, trois fois, il se rend compte que quand l'humain met son doigt de ce côté-là, bah, il y a la récompense qui est de ce côté-là.
Le loup se sert beaucoup moins de ces informations-là. Il est génétiquement moins apte à tenir compte des informations que l'humain envoie. Il y a ça. Et puis, bah, comme tu le disais, le chien s'est adapté depuis 30 000 ans au régime alimentaire humain par le caca. Bah, du coup, par le caca, ils ont partagé un microbiote. Et donc, c'est une forme de début de symbiose, fût-elle fécale. Et du coup, bah, ça, plus le fait de se nourrir d'aliments cuits, d'aliments issus de l'agriculture, etc. Le chien a développé la capacité, moins que les humains, mais beaucoup mieux que les loups, à avoir de l'amylase et de la lipase, c'est-à-dire un pancréas qui leur permet de digérer une certaine quantité de glucides assez facilement sans être malade et avoir de la diarrhée partout. Ouais. Oui, oui, ça c'est intéressant dans les débats justement avec ou sans amidon, etc. Et oui, parce que de toute façon, les humains de cette époque-là mangeaient très peu de viande parce que c'était une ressource de toute façon qui était plus difficile à avoir. Donc Alors, ils en l'agriculture, mangeaient très peu, ça se conservait pas bien. ouais, en plus. Donc, globalement, ils en mangeaient beaucoup d'un seul coup, Hmm, mais il arrivait probablement des périodes de ouais, plusieurs mois où ils avaient pas de gibier ou peu. Et alors, en fonction des environnements, sur le bord méditerranéen, tu avais quand même beaucoup de régimes à base de poissons aussi qui permettaient d'être un petit peu plus stable dans le temps. Alors que effectivement, dans les grandes plaines de steppe, etc., quand tu es hors période de migration, ouais, si t'as pas ton troupeau avec toi, ouais. Et j'ai Ava qui demande, est-ce que tu vois des vraies différences comportementales entre le chien et les chiens loups? alors oui, euh, sachant que chien-loup, ça veut tout dire, rien dire. Alors, t'as des races de chiens qui, depuis 40-50 générations, ont été retrempés avec du loup, type tchèque ou chien-loup de Sarlos, euh, qui, euh, qui, eux, ont vraiment... oh, que moi, quand je les vois, encore une fois, hein, moi, j'ai un biais de recrutement dans les chiens que je vois. Les chiens loups de Sarlos que je vois, alors, il se trouve que j'en ai pas dans ma clientèle, mais ceux que je vois en comportement, et les chiens loups tchèques et les bergers blancs suisses, on fait un package. Tous ceux que je vois presque systématiquement, c'est pour des problématiques de peur dans l'environnement urbain et périurbain. Presque tous. Et les hybrides, normalement, ça n'est pas censé exister. Du coup, ça permet aussi de faire une petite transition sur le point que je voulais aborder un peu après, c'était justement sur les notions de tout ce qui est théorie de la dominance, parce que qui est pas mal hérité de cette fameuse comparaison qu'on fait encore entre enfin que certains font encore entre le chien et le loup. Et justement, je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus et pour remettre un petit peu Alors, les choses en place. dominance. Alors, pareil, on peut en parler longtemps, mais je vais m'efforcer d'être synthétique, mais c'est important parce qu'il y a vraiment beaucoup d'erreurs et beaucoup de mauvaises choses qui sont faites avec le chien à cause de ça. Euh, alors, pour être très clair, la théorie de la dominance, elle a été copier-coller du loup vers le chien, en gros, dans les années 70. Dans les années 70, la dominance a été étudiée chez le loup, effectivement. Tout ça est totalement remis en cause, même pas pour le chien, mais totalement remis en cause chez le loup. Ça a été étudié dans les années 70 sur des groupes de loups qui avaient été récupérés à droite, à gauche et au milieu. On avait foutu 20 loups dans des parcs fermés. Où effectivement, ça n'était pas un vrai groupe. C'était un groupe qui a été créé artificiellement et gardé artificiellement ensemble. Et où effectivement, il y avait une quantité de conflits incroyable. Et effectivement, où les plus dominants, les plus forts, les plus balèzes, les plus assertifs, les plus hormonés, peu importe,
arriver à avoir l'accès à la nourriture, à la sexualité, machin, etc. C'est un modèle qui est absolument biologiquement incohérent. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu de clôture. Tous ces 20 loups-là, ils se seraient dispersés. Ça n'était pas un groupe, c'était des prisonniers. Donc, déjà à la base, toutes ces études-là, c'est comme... Alors, elles valent ce qu'elles valent. Mais de là à les généraliser pour dire le loup fonctionne comme ça, bah non. Une fois qu'on a pu les étudier en milieu naturel, en fait, on se rend compte que dans les meutes de loups, il y a extrêmement peu de conflits et que c'est surtout des groupes qui sont familiaux. Groupes familiaux qui, quand ils sont un petit peu trop importants, se dispersent. Alors, ok, il peut y avoir un petit peu de conflit à ce moment-là, au moment de la puberté, sur certains plus jeunes, etc. Mais c'est des groupes familiaux dans lesquels il n'y a pas de conflit, il y a du jeu, il y a énormément de partage. Vraiment, hein, c'est très codifié, c'est très très beau. Là, en fait, ce qui a été étudié dans les années 70 sur cette théorie de la dominance, bah, en fait, c'est comme si nous, on calquait, on étudiait la sociologie de l'humain chez des humains en prison. Mm. Tu vois, humains en prison qui sont alors effectivement stressés, anxieux, violents, malades avant ou pendant, sous cacheton pour plus de 80%. Enfin, c'est une image d'eux, mais ça n'est pas représentatif de la société complète telle qu'elle existe. Et donc là, on a eu ce même travers-là. Alors après, en plus, on a fait un copier-coller du loup vers le chien, et ça, bah ouais, encore une fois, c'est deux espèces différentes, affiliées, apparentées, mais pose à un éthologue la question de est-ce que je peux comparer la sociologie d'un macaque avec un orang-outan Oui, et avec un gorille, il va dire pas du tout, enfin non, oui, pas du oui. tout, rien à voir, ça fonctionne pas pareil, c'est pas les mêmes groupes, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes machin. Ouais. Donc Le, voilà. le, le singe, c'est l'image, je m'en sers beaucoup, oui, j'ai à cheval, je dis si on compare, en fait, c'est un peu comme étudier le comportement humain en étudiant le comportement du bonobo ou du chimpanzé ou de l'orang-outan qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, en fait. Enfin, qui ont des choses en commun, mais c'est un non-sens, ouais. Oui, oui, exactement. Et au-delà de ce fait scientifique-là, alors déjà scientifiquement, la dominance n'a jamais été prouvée chez le chien, donc comme ça c'est clair et net et précis, il n'y a jamais eu, on n'a jamais trouvé, et ça a été cherché, hein. Sauf que des groupes de chiens non entravés, etc., des chiens libres, bah, il n'y en a pas tant que ça, hein, tu sais, c'est des chiens qui se regroupent autour d'une décharge, Ouais. qui partagent plus ou moins les ressources, les portées survivent pas, donc Oui, c'est vraiment, les mères les abandonnent pour aller manger, c'est ça, t'as vraiment pas de structure. bah, elle les laisse et comme il n'y a pas vraiment de groupe, bah, du coup, Ouais. ils sont à la merci de tout, mais il y a 90% de décès sur les vrais chiens marrons, Ouais. férods, Féroz, ouais. etc., qui n'ont pas une maison, c'est catastrophique. Enfin, biologiquement, ils sont pas faits pour se passer de l'humain, quoi. Oui, oui, c'est un vrai Très clairement. commensal, quoi, ouais. Ah ouais. Ouais. Et la vraie problématique, c'est que pourquoi on continue à parler de ça si les scientifiques ont fait quand même globalement très clairement une croix dessus, mais pas tous, puisqu'il y a encore certains modèles qui continuent à parler de ça. Alors ça, clairement, pour ceux qui lisent pas la littérature internationale, il y a plus qu'en France qu'il y a un modèle qui parle de hiérarchie, qui le soutient et qui le maintient et qui l'affirme haut et fort, etc., hein. Donc, encore une fois, s'abriter sur c'est un modèle, c'est un modèle. Au bout de 30 ans, un modèle, soit il a des preuves scientifiques, soit il en a pas. C'est compliqué, tu vois. Mais la vraie problématique, c'est que euh, avec cette idée du dominant et du dominant, l'humain doit être le dominant de son chien, tu arrives à résoudre tous les problèmes de comportement. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'on a évoqués depuis le début là. Le chien il a peur, le chien il tire, il essaie il grogne, il machin, et trucs, etc. Tu peux toujours, quelle que soit la problématique, dire ah mais c'est parce qu'il est dominant. De toute façon, les gens quand ils viennent vous voir avec une problématique, c'est que ça les emmerde. Et si ça vous emmerde, c'est parce qu'il le fait exprès, parce qu'il est dominant. Il pisse à la maison pour vous emmerder parce qu'il peut pas avoir accès à l'extérieur parce qu'il est dominant.
Il essaie de bouffer les autres chiens parce qu'il est dominant. Il tire en laisse parce que c'est lui qui décide du chemin parce qu'il est dominant. Il monte sur le canapé pour vous faire un câlin parce que c'est lui qui doit être en hauteur. Parce que là, c'est de la De toute merde, de façon, la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Et de ouais, l'interprétation, enfin, on donne des intentionnalités. Le chien, il monte c'est sur le canapé. Vous le voyez pas, mais il y a mon clébard qui est là. Mais parce que c'est confortable et qu'il dort, qu'il est à côté il est de moi et que je peinard, lui fais ouais. une petite caresse en Mm. scred. Mais le problème, c'est que derrière ça, cette mauvaise interprétation, derrière, c'est remets-le à sa place, sois sévère, explique-lui, c'est qui le chef. Derrière, il y a de la maltraitance, physique ou morale, etc. Sans essayer de comprendre, le chien qui pisse dans votre salon, si ça se trouve, vous le sortez pas assez et vous êtes un con de propriétaire. Et si ça se trouve, il est fondamentalement anxieux et pas bien. Et peut-être que quand il est tout seul, il tremble, il se pisse dessus. Et vous, en plus, vous allez dire, ah bah, il pisse à la maison, pipi dominant, je vais le punir. Non, et Non-sens. puis ce que tu dis, ça, c'est très un modèle calqué sur un peu toutes les pseudosciences. Une explication simple qui répond à tout et qu'on peut pas vraiment démonter. Enfin, en gros, si ça me fait penser à tout ce qui est psychanalyse freudienne, etc. Où de toute Oui, façon, si ça marche pas, c'est parce que t'es pas réceptif, tu vois. Tu vois, c'est très simple. On peut pas te contredire et en plus, si ça marche pas, c'est pas de la faute du praticien entre guillemets, c'est de la faute de l'animal ou enfin ou en tout cas du propriétaire. Ouais. du propriétaire. Ouais. Histoire de bien faire culpabiliser les gens. Ouais. Euh, Alors attends, je vais reprendre un peu le fil de mes questions. Alors Sarah, tu me poses une question sur des sels liquides, mais je suis désolé, on ne fera pas de diag, on ne donnera pas d'avis médical en ligne. Donc ça, parle-en avec ton vétérinaire. Madame Neutral qui dit est-ce que le mythe de j'ai un husky alors je lui mords l'oreille pour qu'il comprenne que je suis le chef a du sens. J'ai essayé sur mon mari, ça n'a pas marché. Je pense que tu as eu la réponse. Tu peux quand même le faire à ton mari. Hein. Montre-lui que c'est toi la chef quand même. Ouais. Orica qui dit que penser donc de César Milan ou Milan, je sais pas comment on dit, le comportementaliste américain de renommée mondiale. De la merde. Voilà, voilà. Il est mauvais dans ses analyses, enfin, dans les émissions qu'il faisait sur National Geographic il y a 10 ans, etc. Il est mauvais et incompétent dans ses analyses. Euh, et maltraitant et malveillant dans la manière dont il travaille parce que il est tout le temps en collier au trangleur, il est tout le temps au saccade, il n'apprend des choses à l'animal que en le punissant et en lui faisant mal. Et surtout, c'est un extrait qui a été fortement diffusé, mais il y en a eu plein. Alors, la fois où il se fait mordre la main, machin. Mais surtout, alors ça, c'est un des trucs les plus graves. Ça, ça rejoint peut-être le thème suivant, c'est un chien qui grogne, un chien qui agresse, il communique. Il vous dit un truc. Alors, il vous dit j'ai peur, ou je t'emmerde, ou tu me fais chier, etc. Et peut-être qu'il dit des trucs pas polis, mais il vous parle. Et en fait, ce que fait César Milan, c'est punir la communication, punir le chien qui grogne. Et ça, c'est une hérésie et c'est un non-sens complet. Parce qu'il n'a aucune analyse de la situation et du pourquoi. Tu vois des chiens qui sont terrorisés, le cul contre le mur, en train de grogner, et lui qui s'approche en disant il doit accepter, il doit se mettre sur le dos, il doit accepter que je sois le dominant et arrêter de me grogner dessus. Il est terrorisé, il a peur pour sa peau. Et Il est s'il déjà bien t'approche gentil de encore, il va grogner en essayer de te fait. bouffer. Il est déjà bien gentil de grogner, ouais. Et avec des méthodes à la César Milan, effectivement, au bout de 1, 2, 3, 4 fois, le chien ne grognera plus, que ça sert à rien, et donc il va déclencher direct dès que quelqu'un rentre dans la pièce. Ah ouais. Et du coup, c'est bien, tu m'as fait effectivement la transition vers, vers les plus grosses erreurs commises. Du coup, alors encore une fois, le but, Alors, c'est pas de juger les gens. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de conneries aussi quand ah j'étais ben jeune. je, Voilà. enfin, Et donc, c'est juste, voilà, comme ça, on peut faire un petit point sur toi, ce que tu as pu voir justement dans ta vie alors, de. la plupart des erreurs, c'est les erreurs de développement comportemental. Les 6 premiers mois, c'est vraiment un facteur qui est hyper important sur la manière dont le cerveau va se structurer et qui va permettre à un chien d'avoir
la capacité de gérer la ville, les interactions, les contacts, les chiens, les humains, les enfants, les chats, etc. Donc vraiment, cette période de 6 mois, si c'est pas vous qui la maîtrisez, ça peut être, enfin voilà, on peut se retrouver avec des choses qui sont un petit peu irrémédiables, surtout sur des chiens qui peuvent devenir très craintifs. Allez voir les élevages. Si vous pouvez pas rentrer dans un élevage, si vous pouvez pas voir la mer, si vous pouvez pas voir la portée, tant pis, trouvez un autre élevage. Ça vous prendra plus de temps, mais c'est pas grave. La qualité de l'élevage, c'est hyper important. Ça va en lien avec le développement comportemental. Deuxième point, bah oui, c'est le niveau d'activité, le niveau d'interaction. N'attendez pas d'avoir une maison avec jardin pour prendre un chien. Il va s'emmerder autant dans votre jardin, même s'il est très grand et qu'il y a 3 hectares, que dans votre maison. Quand j'étais étudiant vétérinaire, j'ai fait faire une portée à ma chienne parce qu'elle était équilibrée et et voilà, je voulais tester cette aventure, machin, mais j'ai eu une portée de malinois dans un studio de 25 mètres carrés. Tous les chiens ont été, la chienne était équilibrée, le mâle a été choisi, il était équilibré. Alors après, j'y ai passé des heures et 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 des heures pendant des semaines et des semaines à faire du ménage, des soins, la socialisation, les sortir dans le caddie, les amener boire le café le matin au Grisby de l'école vétérinaire avec les petits chiots pour qu'ils se fassent un petit peu papouiller, qu'ils viennent regarder un petit peu ce qui se passe Faire leur microbiote aussi au Grisby. et faire leur microbiote et apprendre à chasser les rats, enfin tout ce qu'il faut. Mais voilà, ça m'a demandé une implication et une énergie telle que je n'ai jamais refait de portée, mais tous les chiots ont été placés, bien placés, sont très bien développés, ont tous été. Alors, je partais avec le handicap du malinois, ce que je ne referai plus. Mais donc voilà, développement comportemental, les premiers mois, c'est vraiment très important. Et puis après, bah oui, il y a l'éducation, il y a leur apprendre à bien se comporter, à ce qu'ils aient un bon niveau d'activité, à ce qu'ils aient un relationnel riche avec tout le monde. Et même, enfin, voilà, souvent les gens qui viennent me voir, c'est rare les gens qui viennent me voir en me disant le chien il rentre pas, c'est le chien de la ferme, c'est le chien du c'est le chien du pavillon, il a sa niche dehors et ça se passe très bien, etc. Mais il creuse des trous, mais il fait ci, mais il fait ça. Moi je leur dis je ne sais travailler qu'avec du chien de compagnie. Là vous me parlez d'un chien de travail en fait. Il fait le gardien, mais il vit pas dans la famille, il rentre pas dans la maison. On ne pourra rien faire. Alors, sauf effectivement, donner bêtement message, il ne faut pas le faire. Voilà, donner un médicament pour qu'il soit moins énervé, pour qu'il laisse plus facile, pour qu'il creuse moins de trous dans le jardin, alors qu'on met rien en place dans son environnement. Ça n'a aucun sens, ça ne rime à rien. Madame Neutral qui dit: je vais poser une question con. En bonne fille de campagne, j'ai vu des maquignons et des propriétaires avec des méthodes à retourner les tripes. Les alternatives concrètes, ce sont lesquelles? Ça, on en parlera peut-être un petit peu, je sais pas quoi, en termes de méthode d'éducation. Il y a tellement de choses à Ça dire dépend aussi. de la problématique, si Ouais, tu c'est veux, ça, mais ouais. tu peux toujours, en fait, enfin, t'as deux manières d'aborder l'éducation. En gros, soit le P plus R-, c'est-à-dire punition positive, c'est-à-dire une baffe dans la gueule, pour revenir à un renforcement négatif, c'est-à-dire bah, quand tu fais ce qui m'intéresse, tu te prends pas une baffe dans la gueule, versus le P+, le R+, P-. C'est-à-dire, quand tu fais un truc qui m'intéresse et qui me va bien, bam, tout de suite, je te donne une caresse, une friandise, un jouet, ou je te détache, enfin, peu importe, je t'apporte quelque chose qui est intéressant et valorisant. Par contre, je vais ignorer les comportements qui m'intéressent pas. Et en gros, d'un côté, tu as une motivation du chien à éviter les punitions, mais comme nous, quand on était petits à l'école, hein, pourquoi tu fais tes devoirs? Bah, parce que sinon, je vais être puni, je vais pas avoir de sortie, je vais avoir un machin, etc. Les bons élèves, c'est ceux qui trouvent du plaisir à
à lire, à étudier et à avoir des bonnes notes. Donc, ça veut pas dire qu'il faut pas mettre un cadre, ça veut pas dire qu'il faut pas interdire des trucs, mais ça veut dire que juste ce qui t'intéresse, tu dois le motiver, tu dois lui donner de la valeur. C'est ça qui va créer un lien hyper intéressant. Et je rajouterais même la, la, la difficulté en fait qu'il y a, c'est quand tu as un chien au début, c'est à comprendre justement à quoi il accorde de la valeur pour justement pouvoir le récompenser à hauteur de ce qu'il attend. Parce que si t'as un chien qui se fout complètement de la bouffe, bah ça sert à rien de lui de récompenser avec de la bouffe. Et si c'est un chien qui n'aime pas les jeux ou qui n'aime pas l'éducation, alors quand je dis éducation, mais c'est par exemple apprendre des tours ou apprendre à faire quelque chose, etc. Donc ça c'est fondamental, c'est de cerner qu'est-ce qui anime finalement, quel est le trip du chien, quoi. Finalement. Voilà. Alors ça, c'est vraiment un fondamental, c'est les facteurs motivationnels. Ça, c'est hyper important. Et deuxième point, euh, contre quoi, entre guillemets, tu te bats, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est le comportement gênant que tu veux arrêter, pourquoi est-ce qu'il est tellement important pour le chien et quelle est l'alternative tout aussi intéressante que tu pourrais trouver qui lui permette de pas tirer en laisse, pas sauter sur les gens, etc. Donc tout ça, c'est multifactoriel et pour chaque individu. Et le plus important aussi, et ça, c'est du fondamental, mais on l'oublie souvent, c'est tu commences à travailler un chien dans une situation de réussite. C'est-à-dire si ton chien il tire comme un fou en laisse et que tu n'arrives plus à le sortir, ok, tu vas regarder ce qui le motive, ce qui peut le motiver sur autre chose, etc. Mais surtout, tu lui apprends à marcher en laisse dans ton salon. Tu commences dans le salon. Tu commences pas à lui apprendre une fois que tu es par terre, en train de te faire tirer par ton chien en disant oh putain, là il va trop loin, ça va plus du tout, je vais sortir une petite saucisse pour qu'il s'arrête. Ta petite saucisse, à ce moment-là, elle a aucune importance. C'est pas à ce moment-là, une fois que le comportement est déclenché, que tu dois mettre en place un apprentissage. Tu parles de saucisses parce que j'entends aussi des fois sur certaines vidéos de réseaux sociaux qu'il faut surtout pas donner à manger aux chiens pour les récompenser. Bon, ça repose sur rien du tout. Orica qui dit du coup j'ai une question de mon chéri, pourquoi on peut pas fâcher un chien quand il a fait une connerie il y a X heures, catégorie erreur de débutant. Parce qu'en fait, euh, un apprentissage. Alors ça, c'est dans les lois de l'apprentissage au sens global. Euh, Tu ne peux avoir un apprentissage que quand, en tout cas sur les conditionnements opérants, tu ne peux avoir un conditionnement opérant que si la conséquence arrive dans les 2, 3 secondes qui suivent un comportement. C'est-à-dire, par exemple, euh, Pavlov, Pavlov, c'est celui, alors ça, c'est pas les mêmes conditionnements, mais il sonne une cloche et ensuite il donne de la bouffe et du coup les chiens se mettent à saliver dès que la cloche sonne. Mais au début, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un intervalle de temps très très court entre les deux. Nous, on y arrive en tant qu'humains parce qu'on a cette capacité de verbaliser, c'est-à-dire d'expliquer par exemple à un enfant ou à un adulte, ok, tu as fait ça, même si c'était il y a 1 heure, 10 ans ou machin, etc. C'est pas bien et du coup, on va te punir pour ça pour que tu ne le refasses plus. Mais parce que nous, on peut le verbaliser. Alors que le chien, quand il a pissé à la maison il y a 3 heures, quand tu rentres, bah, tout ce qu'il voit, c'est qu'il se fait engueuler parce qu'il y a du pipi par terre. Mais il fait pas le lien avec le comportement de miction qu'il a eu à ce moment-là, il y a 3 heures. Karel Pozzo, voit-on des... bonsoir à vous. Voit-on des spécificités de soucis comportementaux selon les sociétés dans le monde? Oui. Alors, ma réponse va être extrêmement binaire. Euh, En fait, il n'y a que dans nos sociétés riches que nous avons des problèmes de comportement avec nos animaux carnivores domestiques, chiens et chats. Parce que dans les pays pauvres, euh, alors, on se soucie beaucoup moins de ce que font les animaux, mais ils sont aussi beaucoup plus, euh, ils ont beaucoup plus de latitude euh, et leur rôle est plus défini. C'est-à-dire que le chien de garde, il est dans son entrepôt, dans sa maison, etc. On lui demande d'aboyer, de grogner, etc. Et on sait facilement que
Voilà, ce chien de garde, il a son maître ou son maître chien, etc. Et il est voilà, peut-être mis à l'écart quand il doit y avoir des visiteurs, etc. Mais on confond pas les rôles du chien de famille avec le chien de travail. Euh, Par exemple, en France, on est très enquiquiné parce que les patous mordent des bobos parisiens randonneurs qui n'y connaissent rien, qui veulent faire une photo à côté de Belle et Sébastien et qui évidemment vont se faire agresser, aboyer, mordre, etc. et qui vont aller porter plainte. Alors qu'en fait, dans une société traditionnelle standard, tu sais que tu as un chemin, tu sais que le chien sait exactement qu'il y a des passants ou pas. Si tu t'arrêtes, si tu regardes, tu vas te faire charger par tel ou tel ou tel chien de garde, ou te faire charger et te faire ramener jusqu'à la barrière, etc. Et ça pose pas de problème. Si dans une société traditionnelle, si le chien est pas fonctionnel, s'il est trop agressif ou pas assez, on lui retire ce rôle Il le ou on s'en zigouille, hein. sépare. Ouais. C'est pas mieux, hein. Mais là, notre vraie problématique, ce qui pose vraiment des problèmes dans notre société, c'est l'urbanisation, la voiture et la laisse. S'il n'y avait pas de voiture et pas de laisse, il n'y aurait pas de comportementaliste. Alors, Avoc qui dit Avoc, son rêve c'est d'avoir une hyène. Avec une hyène, est-ce qu'il vaut mieux être P+, ou P-? Salut neutral, du coup, Euh, Tito. j'ai c'est Dupontel qui disait c'était sympa d'avoir une copine, un copain des hyènes comme ami parce qu'elle peut te protéger. Ouais, ouais. J'ai pas de meilleure réponse que ça, mais objectivement, tous les dresseurs à travers le monde qui travaillent dans les parcs zoologiques, des parcs de cétacés ou autres, il n'y en a aucun qui travaille en P+. Personne, jamais. Il y a qu'en chien et en chat que on Ah se ouais, permet ça. d'accord. Et en bébé aussi. Oui, en bébé, ça rentre. Depuis qu'ils ont une âme et qu'ils ressentent des choses, Il paraît. il paraîtrait, ouais. Mathis, ah oui, Mathis, j'avais zappé ta question. Je repose ma question. L'âge d'adoption de l'animal joue-t-elle un rôle majeur dans la construction? Alors, je pense qu'il parle de l'âge avant les 6 mois, justement. Est-ce que adopter à 2 mois, 3 mois, 4 mois, un mois, etc. Voilà. Alors, légalement, t'as pas le droit d'adopter avant 2 mois. Bah, tu peux pas céder un animal avant l'âge de 2 mois parce qu'il doit. Alors, sur la théorie, c'est beau parce que ça veut dire qu'il doit rester avec sa fratrie et avec sa mère. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'élevages pour économiser les mamelles à l'âge de allez, 4, 5, 6 semaines. Ils séparent la mère des petits et les petits, la portée reste ensemble à rien faire, pas de régulation, pas de contact ou très peu. Enfin, c'est pas hyper intéressant. Donc, c'est 2 mois, mais 2 mois en présence de la mère, normalement. Après, dans un environnement d'élevage qui est enfin, qui est favorable, il vaut mieux attendre 2 mois et demi avant de récupérer le chiot, le temps qu'il ait eu plein de bonnes interactions qui se séparent progressivement de la fratrie, de la mère, que le sevrage se fasse tranquillement. Si t'es pas dans un environnement favorable, si c'est du rescue, si c'est une femelle qui a une portée dans une cave, t'as plus intérêt à le prendre dans le cadre légal. Mm. Ça se Voilà, comprend. ok. Euh, mais si tu peux très rapidement le mettre avec des chiens qui ont des bonnes compétences sociales qui vont reprendre les trucs et sortir beaucoup à l'extérieur et lui faire vivre enfin, des expériences qui vont lui apporter de la compétence dans son environnement de vie. Après, les Parisiens qui prennent un petit braque hongrois parce que c'est trop mignon et qui vont aller le chercher à 4 mois et demi, 5 mois en Auvergne parce qu'ils n'ont pas eu le temps avant leurs vacances et qui le ramènent à 5 mois dans le 16e sur les Champs-Élysées, ça va être l'enfer. Ah oui, oui. T'as 95% de son développement comportemental et cérébral qui est fait sur un modèle élevage, campagne, peu de stimulation, etc. Tu le fous à Paris, ça va être l'enfer, il voudra pas sortir, il va pisser à la maison. Bon.
tout se rattrape, hein, mais Moi, je voulais te poser une question aussi dans la rubrique des erreurs, parce que c'est un débat que j'ai eu au Nouvel An avec des gens. Il y a des personnes qui mettent la main dans la gamelle du chien, enfin du chiot, pour lui apprendre à ne pas protéger la ressource nourriture. Voilà. Et pour moi, c'est une très mauvaise idée, parce que je pense qu'il y alors, a des meilleures façons de le faire, et qu'au contraire, ça risque, dans certains cas, de faire un comportement inverse, de protection de ressources. oui, oui, oui. En fait, bah, t'as raison. Enfin, ça dépend de la manière dont c'est fait, mais juste le côté, je mets la main et t'as pas le choix et machin, c'est juste bêtement invasif et intrusif et ça a très très peu de valeur. Et au contraire, ça a tendance à apprendre aux chiens que bah c'est pas une zone safe. Alors que la bouffe, bah, quoi qu'il arrive, c'est un truc qui est important. C'est vraiment fondamental de lui expliquer que ce truc important, en fait, on, enfin, c'est pas grave, il y a pas de conteste. De la même manière que bah, le panier, on lui fout la paix, on va pas se coucher avec lui dans son panier pour lui faire des câlins s'il en a pas envie. Mais comme un ado a le droit à avoir La chambre. voilà, un petit espace privé dans lequel on va pas être invasif, etc. Donc oui, il y a des exercices à faire avec la gamelle, mais ces exercices, c'est pas de mettre la main et de l'empêcher, etc. Mais c'est vraiment de lui donner la moitié de sa ration et d'être à côté de lui pendant qu'il mange. Et puis, bah, dès qu'il a fini de manger ou pendant qu'il est en train de manger, se rapprocher ses mains pour rajouter une poignée de croquettes. Parce que là, l'association qu'il fait, c'est, en fait, quand l'humain se rapproche de moi quand je suis en train de manger, bon, c'est juste pour me donner des croquettes en plus. Donc, en fait, c'est cool. Ça, vraiment, ça se fait en 10 secondes par jour, c'est hyper simple. Et c'est en termes de prévention sur l'humain à côté de ma gamelle, c'est que dalle ou c'est positif. C'est vraiment très intéressant sur le long terme. J'ai Ava qui demande est-ce que les chiots sans maman, élevés par la main de l'homme, engendrent des problèmes comportementaux comme les perroquets EAM par exemple, qui n'ont plus conscience de ce qu'ils sont. Alors, c'est pas du tout les mêmes espèces, donc je ferai pas la comparaison. Après, les perroquets qui sont élevés à la main, ils sont plus proches de l'humain, mais effectivement, ils s'entendent pas avec leurs congénères et peuvent développer des espèces d'hyper-attachement vis-à-vis de l'humain. Bon, quand tu te fais gerber dessus par ton perroquet parce qu'il est très attaché, c'est une preuve d'amour, mais au bout d'un moment, bon, sans plus, quoi. Et il demande beaucoup d'interaction, etc. Donc, mais sans comparer les deux, le truc que tu risques le plus, c'est d'avoir ouais, un sevrage qui est pas forcément bon, des limites dans l'utilisation enfin, de la bouche, des niveaux d'activité, etc. Si c'est élevé à la main, mais qu'il y a plein de chiens dans la maison, ça va le faire. Si c'est élevé à la main et qu'il a jamais vu un chiot de sa vie jusqu'à ses 3 mois, quand même un gros potentiel à avoir des troubles du comportement. Ouais. Il y a Mathis qui dit qu'il a vu que tu recevais quelques oiseaux. Est-ce que tu fais des nacs en comportement aussi? Non, plus maintenant. Je suis pas le plus je suis pas le plus compétent pour faire ça. J'ai eu moi-même un perroquet, donc j'ai quelques notions, mais je suis pas le spécialiste du perroquet en comportement, même si encore une fois il y a voilà, quelques bases. Comme je disais tout à l'heure, hein, il y a certains médecins généralistes qui ont des petits points très précis. Donc sur le pica en particulier pour le pica du perroquet, il y a un certain nombre de tips qui sont quand même à surveiller, à regarder sur l'environnement et ou sur la parasitologie. Voilà. Jarilia, bonsoir à toi. Est-ce que tu remarques beaucoup de prédation chez les chiens de berger? Si oui, est-ce que tu aurais une explication, conseil, etc. Alors, beaucoup de prédation, oui, beaucoup de pseudo-prédation. En fait, parce que les chiens de berger, alors, on dit chien de berger, mais en vrai, on devrait dire chien de conduite de troupeau. Parce que le premier chien de berger, c'est un chien de garde, c'est des gros molosses, c'est le patou, Le patou. d'accord.
Le chien de conduite de troupeau, c'est le border collie. Alors à la base, le premier c'est en Islande que ça a été créé. Et en fait, c'est des petits chiens pour lesquels on a sélectionné, on leur a dit, ok, tu peux faire de la prédation sur le troupeau, mais jusqu'à pincer et c'est tout. Mais tout le primaire de la séquence, c'est-à-dire se focaliser, regarder, être omnubilé, se tapir, poursuivre jusqu'à pincer, tout ça c'est le début d'une séquence de prédation et toute la fin qui est morsure de préhension, morsure fatale et consommation, on l'a inhibé. Mais du coup, un border collie est fait pour prédater jusqu'à pincer des brebis et beaucoup d'autres bergers. Donc, il est logique qu'ils aient intrinsèquement une plus grande probabilité de déclencher ces trucs-là sur la baballe, le jogger, le vélo, le truc qui court, le chat qui passe, etc. Poursuivre, attraper. Ok. Et j'ai une dernière question de Naru. Est-ce réellement une bonne idée de mettre les petits patous dans un troupeau de moutons pour les entraîner à la garde? Je pense que t'en fais, non? Ah bah si tu veux les entraîner à la garde, oui, parce qu'en fait le fait de se développer avec les moutons fait qu'il va se socialiser et plus précisément familiariser avec cette espèce-là. Et donc, il ne fera pas de prédation sur l'espèce avec laquelle il a été élevé. Si tu rajoutes 3 chats dans la ferme avec qui il dort, il fera pas de prédation sur les chats. Si tu rajoutes, s'il y a des chevaux, pareil, il fera pas de prédation sur les chevaux. Alors que ton patou parisien, ouais, tu le lâches au milieu de la campagne, tu as une bonne chance pour qu'il aille essayer de courir derrière les chevaux, les moutons, etc. Donc, oui, oui. Et puis, après, tu as aussi le côté, outre familiarisation, absence de prédation, plus il sera dans cet environnement et créer des liens d'affinité avec ce troupeau, ce groupe, bah, plus il le défendra, clairement. Ouais. Ok. Après, si tu es en région parisienne, oublie ça. Hein. Ouais. Non, non, elle est pas. Elle est du 64. Mathis qui dit Cool. merci beaucoup d'être venu nous parler de ce thème vaste mais très intéressant qu'est le comportement. C'était hyper intéressant. Et bah, de toute façon, il Ouais. y a un numéro 2 qui va suivre, puisqu'on a plus Bah que la écoute, moitié de nos devoirs. si, Donc, si t'es chaud, si t'es chaud, je suis chaud. ah bah, si ça vous a plu, ouais, moi, avec grand plaisir. Ah ouais, je pense qu'ils ont été contents, ouais. Tout le monde te dit un Cool. grand merci. Merci à toi, merci Sandy Dexter. Et merci à vous. Merci à vous d'être connectés à 22 h pour discuter de ces trucs-là importants. Donc, c'est à nous que ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bah ouais, merci beaucoup.